Cette séquence que vous voyez là, c'est l'ouverture de Miami Vice de Michael Mann dans sa version cinéma. Version cinéma, une ouverture immédias res faite d'action et de peu de mots, totalement ambiguë dans son rapport aux personnages et à leur moralité, qui dit déjà quelque chose du trouble identitaire et éthique qui va habiter nos protagonistes, et particulièrement celui interprété par Colin Farrell. Et cette séquence, elle m'accompagne depuis le début de ma cinéphilie, et elle en est en partie responsable, parce qu'elle m'avait interpellé, m'a mis dans un inconfort qui m'a poussé à creuser. Grâce à cette scène, je me suis intéressé à Michael Mann, ses autres films, sa vie, j'ai découvert Tangerine Dream, Moby, j'ai élargi ma vision du cinéma américain dans sa globalité, j'ai vu mon premier John Ford, puis j'ai été pris de passion pour le western. Je crois que sans cette séquence, vous seriez pas en train de m'écouter actuellement. Ou plutôt, je crois que sans cette séquence placée là où elle est, vous seriez pas en train de m'écouter actuellement. Et Ah oui, sauf que cette ouverture est remplacée dans la Director's Cut par cette séquence de course de bateau qui fait esthétiquement hommage à la série des années 80, donne au film un générique et des informations sur le rôle de chaque personnage avant de nous confronter, une nouvelle fois, à la séquence du club. Un changement qui peut paraître minime mais qui en réalité change tout dans la dynamique du début de film et aurait pu, tout changer pour moi. Je crois qu'on va devoir parler des Director's Cut. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chambre Noire. Bienvenue dans l'illusion. Bon, déjà, une Director's Cut, c'est quoi ? Pour pas partir dans le trop compliqué tout de suite, on peut grossièrement dire qu'il s'agit d'un montage alternatif du film vu en salle, souvent avec des séquences supplémentaires et d'autres déjà existantes mais rallongées ou modifiées, qui permettraient de rendre mieux compte de ce que le réalisateur avait en tête à la base. Mais y a deux cas de figure. Au mieux, c'est un bonbon pour les fans qui veulent encore plus de la même chose façon Peter Jackson avec ses 2 trilogies tolkieniennes. Là, on est typiquement sur une version longue qui ne bouscule en rien la version cinéma mais se fait complémentaire. Yeah, very welcome. Ou au pire, la véritable version voulue par le réalisateur que l'ingérence du studio et des producteurs a empêché d'être diffusée dans les salles obscures, pour des raisons, j'imagine, parfaitement valables, comme le rythme, des sous-intrigues peu pertinentes, des moments de mise en scène abscons, ou alors... L'argent. Et là, je vous donnerai bien tous les exemples que j'ai en tête, mais comment dire ? La vidéo serait équivalente en termes de durée et de boursouflure à la Snyder Cut, et je ne souhaite infliger ça à personne. Vraiment. Personne. Don't worry about it. It happens. En revanche, les questions économiques et d'intervention de ceux qui produisent ou distribuent le film, ça fait des versions longues, des montages alternatifs ou des Director's Cut, une problématique fondamentalement américaine. Évidemment, les autres industries sont aussi concernées et ça peu importe l'époque, comme Quai des Brumes de Marcel Carné qui s'est vu expurgé de toute violence ou référence à la désertion et a perdu quelques minutes au compteur, Andrei Roublev de Tarkovsky qui a été amputé d'une vingtaine de minutes, ou encore Les Trois Royaumes de John Woo, à qui ça a dû faire très plaisir de voir sa fresque titanesque de 4h40 être compactée dans tous les pays occidentaux à une version de 2h25. I feel very happy and also I'm very grateful. Mais la plupart du temps, il s'agit de films qui ont subi la censure de leur pays d'origine ou des coupes de distributeurs pour mieux s'adapter au marché international. Ce sont donc des questions de politique ou d'appréhension culturelle qui déterminent l'existence de ces versions. Mais dans le cas du cinéma américain, la Director's Cut est devenue, encore plus depuis quelques décennies, un rouage à part entière du système de production. Parce qu'en réalité, il s'agit d'une évolution naturelle, d'une dynamique entre ceux qui financent l'industrie et ceux qui lui donnent vie, qui est bien différente de ce qu'on connaît en France ou en Europe plus généralement. Nos systèmes de production placent le réalisateur ou la réalisatrice comme garant de la parenté artistique de l'œuvre, là où ceux qui détiennent l'ascendant économique ont plus ou moins, en tout cas dans l'inconscient collectif, gardé le statut de mécène qui se contente de financer en restant en dehors du processus créatif. Et refaire, vous me donnez les trucs que j'ai demandé il y a 6 mois. C'est évidemment trop schématique et il y a une pelletée de contre-exemples, mais ça permet d'insister sur le fait qu'un réalisateur dans le système des majors américaines est un technicien, et, à moins d'avoir une certaine assise, le décisionnaire final du montage restera le producteur. Sauf que le montage d'un film, ça peut tout changer. L'ordre des séquences, la temporalité, les informations que l'on donne ou non au spectateur, ça modifie notre perception du récit, du propos de la mise en scène et de ce que veut nous dire le montage. Modifier la structure, les plans, la musique, la durée du film, ça en fait. Citing things such as the killing of the dog, deaths of characters done in cold blood, the beating Porter gives to his wife, and the gritty, ambiguous ending as the numerous reasons for the poor test screening reactions. Une œuvre totalement différente. On attend toujours des exemples précis. J'y viens.
Il était une fois en Amérique, sorti en 1984 et réalisé par Sergio Leone, est un film fleuve de 3h40 qui nous raconte l'histoire de Noodles et de sa bande, de leur jeunesse dans les quartiers juifs pendant les années 20, en passant par leur montée dans le milieu criminel durant la Prohibition, et enfin le retour désenchanté de Noodles à New York dans les années 60. Le film ne cesse de passer d'une époque à une autre par des transitions qui donnent au métrage un sentiment d'exploration mémorielle. Le récit et notre rapport au personnage se construit avec le montage, et c'est cet ordre précis des séquences qui forment, dans la narration et l'émotion qu'elle provoque, une avancée logique. Et... c'est parfois absolument magnifique. Maintenant, si je vous dis que dans sa version sortie aux États-Unis, le film a été charcuté pour atteindre une durée de 2 heures et a été remonté dans l'ordre chronologique, vous me répondez exactement. Parce que le montage est signifiant lui-même déjà, mais surtout parce que les 3 parties ne sont pas mises en scène de la même manière, et leur alternance permet d'apprécier les bouleversements qui définissent peu à peu les personnages au fil de l'évolution de leur environnement. D'enfants qui jouent les petites frappes avant de se faire rattraper par la violence, de meurtriers froids qui embrassent cette violence, à politiciens qui continuent de l'exercer de façon insidieuse. Tout ça à travers les yeux et les souvenirs de Noodles. Malheureusement, il existe un autre cas de figure, tout aussi symptomatique du système américain et tout aussi problématique, causé en majeure partie par l'arrivée du support physique et notamment des DVD, les retouches lors de rééditions. Et on va devoir parler de George Lucas et Ridley Scott. Désolé. Parce que ces versions posent une question majeure en art, jusqu'où l'œuvre appartient à son créateur. Si les retouches de Lucas sur la trilogie originale de Star Wars peuvent faire grincer des dents, Look, sir, droids. C'est moins parce que c'est, moche quoi, que parce qu'il en a fait, à chaque nouvelle version, la seule et unique valable, la seule qui peut être diffusée au cinéma, la seule qui peut se retrouver sur des formats haute définition, la seule qui subsistera économiquement. Look, sir, droids. Là, il s'agit surtout d'une question d'accessibilité à d'autres versions d'un même film, mais dans le cas de Blade Runner, c'est surtout une question de pertinence. Je ne porte pas du tout le film dans mon cœur, comme Star Wars d'ailleurs, mais il est difficile d'admettre que la version sale reflète une quelconque vision de son réalisateur, avec sa voix off omniprésente et sa happy ending totalement hors de propos. Mais alors que la Director's Cut, sortie en 1993, opère les changements voulus à l'origine par Scott, quelle ne fut pas la surprise des fans du film lorsqu'en 2007 sort la Final Cut de Blade Runner qui correspond, cette fois c'est promis, la dernière fois c'était juste une blague, achetez notre Blu-ray s'il vous plaît, à la véritable version originale avec des plans en plus, des changements de décor et de colorimétrie et une insistance bien lourde sur le fait que oui, Descartes est un répliquant, on a compris Ridley. And it means he's a replicant. On assiste donc à la naissance d'un monstre de Frankenstein, à plusieurs même, dont aucun ne peut être pris comme définitif. Quand j'y pense, ça aurait bien fait plaisir à Orson Welles et son Mr. Arcadine, qui se décline aussi en 3 versions distinctes. Ça et... la version longue de La Splendeur d'Aaron Berson. Un jour. Pitié. Blade Runner est selon moi un des exemples les plus concrets que le terme Director's Cut est devenu une notion économique, un argument marketing pour faire toujours plus de pognon en vendant des DVD, des Blu-ray ou des accès à des plateformes pour des films que les studios avaient volontairement mis à la poubelle. Et c'est une philosophie que je trouve en grande partie révoltante.
Parce que, outre l'hypocrisie affichée de se placer comme grand seigneur qui permet la sortie de ces versions alternatives, c'est surtout une impasse créative absolument terrifiante, chaque film devenant un work in progress qui évolue à l'envi des producteurs ou des cinéastes. La version Director's Cut de Miami Vice ou Blade Runner n'a de Director's Cut que le nom. Michael Mann s'étant dit satisfait des deux montages, mais le second, à la demande des producteurs, se faisait plus clair et plus proche de la série des années 80 pour satisfaire les fans déçus et permettre potentiellement de relever l'échec relatif du film. En réalité, ces prises de décision ne se produisent que lorsque ceux possédant les droits y voient un intérêt économique, dans une forme de taylorisation du cinéma d'auteur. La ressortie du film de Léon en version intégrale, puis dans une version étendue largement dispensable, en est la preuve. Métavic d'ici quelques temps va avoir droit au même cirque pour les diables de Ken Russell. Ça nous permettra au moins d'enfin voir le montage du cinéaste. Patience. Et les spectateurs et spectatrices dans tout ça ? Alors, si je trouve ça déjà désolant de se ruer avec son portefeuille sur les dernières versions des films pour les ériger instantanément comme la vraie version, sans prendre aucun recul sur la pertinence de ce que l'on regarde. See that? Oh my god! Oh my god! Mais ça, à la limite, ça se comprend par l'envie de découvrir ce qu'on fantasme comme la vision ultime du montage, ça nous touche tous, même moi. J'ai pas regardé Les Cendres du Temps en version Redux pour rien. Ça devient tout de suite plus problématique quand les spectateurs commencent à réclamer eux-mêmes une Director's Cut, parce que ça ouvre selon moi une boîte de Pandore que les studios vont se faire un plaisir d'exploiter, même si la Warner a déjà pris de l'avance sur tout le monde dans cette catégorie, sortant version après version après version, soi-disant pour contenter les fans et leurs pétitions, mais surtout pour taper dans leur compte en banque, alors que eux seront sourire aux lèvres avec leur vraie version. Sauf que ça existe pas, une vraie version. Chaque montage est valable dans sa proposition, quand bien même on déteste cette dernière. Et c'est à vous de faire votre choix, pas votre demande, votre choix. Parce qu'en définitive, le cinéma, les films, bons ou mauvais, devraient comme n'importe quelle forme d'art nous appartenir à nous, ceux qui en sont les destinataires, et pas une volonté marchande, que ce soit celle des producteurs, des cinéastes ou des fans. Ça fait quand même beaucoup de mots pour dire que t'en as marre des fans de Zack Snyder. C'est vrai, mais j'ai fini. Alors, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de Chambre Noire, et n'oubliez pas de ne pas vous laisser bouffer par l'industrie, de vous emparer des films et de vos choix de visionnage, d'être attentif à leur montage, mais surtout, de rester dans l'illusion.